Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire du jour. Notre invitée, c'est Lucille Alonso, la fondatrice de la start-up City Climate X, qui vient d'être rachetée par Ingerop, le défi de l'adaptation des villes au changement climatique au programme. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur l'économie circulaire dans le secteur du textile. On va découvrir l'accélérateur textile circulaire de l'association Les Canaux et le projet Les Résilientes chez Emmaüs Alternative. Et puis, dans notre rubrique Startup, coup de projecteur sur Sporting Goods, plateforme de vente d'articles de sport anti-gaspillage. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti! L'invité de Smart Impact, c'est Lucille Alonso. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chef de projet services climatiques, résilience et innovation chez Ingerop, qui vient de racheter votre start-up City Climate X. Votre expertise, c'est l'adaptation de nos villes au changement climatique. Grâce à quel outil? Comment vous faites? Alors effectivement, on va inventer la ville de demain et on va oser aménager la ville de demain en l'adaptant aux fortes chaleurs et au changement climatique par différentes modélisations. Modélisation du confort thermique, modélisation de la température de l'air, grâce à des techniques innovantes qu'on a mis en place. Donc ça, c'est ce que vous avez créé avec votre start-up. Comment ça marche? Question de béotien, la modélisation du confort thermique en zone urbaine. J'entends ça, je vois à peu près de quoi ça parle, mais comment ça marche? Alors, on a créé cette innovation à partir d'utilisation de l'intelligence artificielle et de données terrain qui nous permettent de ne pas avoir de limites spatiales et d'emprise spatiale prédéfinies et de vraiment aller constater et diagnostiquer le territoire dans son ensemble afin de pouvoir apporter une réponse sur la modélisation du confort thermique. De quelles données vous disposez? C'est quoi votre matière première? Alors, on utilise des données qui sont toutes en open data, donc des données satellitaires qu'on vient utiliser à la source en données brutes et traiter en créant nos propres indices de données satellitaires. Et puis des données des villes, des données qui sont accessibles sur des plateformes. Et tout ça nous permet de reconstruire la morphologie du territoire, de reconstruire l'occupation du territoire et de donner une modélisation précise du confort thermique. Oui, donc c'est vraiment, je suis en train de bien comprendre, enfin j'espère, ça veut dire modéliser les aménagements avant de décider de les faire. C'est ça, modéliser leur impact, leur réel. C'est ça, c'est modéliser les aménagements, modéliser des scénarios en fonction de plus ou moins de végétation, de type de matériaux, de leur couleur, et puis également de voir en prospection ce qui peut se passer avec le changement climatique et d'adapter une ville dans son futur avec un contexte climatique futur. Donc on parle de confort thermique, les données, c'est pas seulement les températures, c'est quoi? Ça peut être l'humidité, ça peut être le vent, l'exposition. C'est ça, alors souvent on parle d'îlot de chaleur urbain. L'îlot de chaleur urbain, c'est s'intéresser uniquement à la température de l'air. Et nous on va plus loin, on s'intéresse au ressenti de la chaleur par les citoyens, par la population. Et dans ce cas-là, on prend en compte différents paramètres, la température, l'humidité, le vent, le rayonnement. Et tout ça fait qu'on va avoir un ressenti qui va être différent de la simple température de l'air qui peut être mesurée sur notre thermomètre. Quand on dit confort thermique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que en fonction des personnes, on peut ne pas avoir la même perception de ce qu'est le confort thermique. C'est ça. En fonction des personnes, on a un bagage climatique qui va être différent en fonction de nos expériences, de nos vécus. Et nous, on prend en compte à la fois cette expérience, à la fois comment va être habillée une personne, quelle est son activité physique, mais également du coup les paramètres météorologiques et notamment l'humidité et le rayonnement qui comptent beaucoup dans le ressenti. On en parle à chaque canicule, on en a encore parlé l'été dernier, ces appartements là qui se transforment en bouilloire énergétique, ce sont les mots que j'ai lus dans pas mal de papiers. Est-ce que ça va à ce point de granularité? C'est-à-dire que les outils que vous proposez peuvent permettre aux villes concernées de dire tiens, on a dans tel et tel quartier potentiellement des appartements bouilloires énergétiques. Oui, c'est ça. En fait, donc nous, notre approche nous permet de ne pas avoir de restrictions spatiales, mais nous permet quand même d'avoir une résolution très précise, donc à l'échelle métrique,
et de constater et de diagnostiquer son territoire dans sa globalité et justement d'avoir des zones à agir sur lesquelles on peut avoir des actions très précises et permettre potentiellement d'avoir un accès à tous à la fraîcheur en ciblant ces espaces particuliers. Il y a déjà des villes qui utilisent vos outils. On peut faire une sorte de premier bilan. Il y a déjà des villes sur lesquelles on a pu modéliser finement le confort thermique. On a fait une première étude sur la relation entre confort thermique et mobilité. Est-ce que le piéton va se déplacer de la même façon en période de forte chaleur avec un inconfort thermique assez pointu, enfin assez important sur par exemple la métropole de Lyon et le 2e arrondissement. On a effectué aussi, parce qu'on a un focus très international, donc on effectue des modélisations aussi à l'étranger, dans des villes asiatiques où là le confort est un peu plus dégradé comme Tokyo. Et puis le groupe Ingérop a aussi une montée en puissance sur ces questions d'aménagement de la ville résiliente à la chaleur, avec différents projets assez phares, notamment Notre-Dame, la promenade du Pagnon à Nice, et puis le quartier de la Pardue à Lyon, où là il y a une véritable, on va dire, volonté de produire une ville adaptée et vivable. Comment ? Si on prend, on va parler de Notre-Dame quand même après, mais si on prend l'exemple de la Pardue à Lyon, qu'est-ce qu'on peut y changer ? Parce qu'on se dit, mais ce quartier, il existe depuis des siècles et des siècles, on va pas le détruire, le reconstruire. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'on modélise, qu'est-ce qu'on change, quoi ? Alors, on va modéliser différents scénarios, notamment d'aménagement de l'espace public, où on va agir sur le type de végétation, la densité de végétation, la densité aussi qu'on peut apporter en espace en eau. Et puis également, et c'est un facteur qui est assez prédominant sur l'ombrage, est-ce qu'on peut apporter de l'ombrage d'une façon ou d'une autre pour améliorer ce confort thermique sur des espaces qui peuvent être difficiles à aménager, comme Notre-Dame, où on doit avoir quand même un espace qui doit être complètement ouvert. Mais on essaye d'apporter ces réponses en termes de végétation, d'ombrage et d'évapotranspiration. Donc ça veut dire qu'on parle bien de Notre-Dame de Paris ? Oui. Bon, non, parce qu'il y en a d'autres des Notre-Dame dans pas mal de villes de France, mais ça veut dire que le parvis devant Notre-Dame va être repensé ? Vous avez participé à une modélisation d'un parvis différent ? Alors le parvis va être repensé, il ne va pas être ombragé, mais par contre on va apporter suffisamment d'évapotranspiration pour créer du bien-être et rendre plus accessible cet espace ouvert. Quelques chiffres concernant Ingérop, créé en 1992, 3000 salariés, un chiffre d'affaires annoncé en 2023 de 387 millions d'euros. Et donc, vous arrivez avec votre start-up, City Climatics, qui vient d'être rachetée. Annonce faite, c'était à la fin du mois d'août. Ça ne doit pas être si facile d'intégrer un grand groupe. Comment vous vivez ? Une question plus personnelle. Comment vous vivez ce moment ? Plutôt très bien, parce que à titre personnel, je me retrouve parfaitement dans les valeurs du groupe, en termes d'innovation, en termes de volonté à aller vers l'international, d'écologie aussi. Et donc personnellement, je me retrouve dans toutes ces valeurs. Et puis après, c'est une opportunité qui est laissée à une start-up de pouvoir développer un marché sur lequel la demande est en pleine expansion. Qu'est-ce que ça vous apporte justement ? Ce que vous ne pourriez pas faire si vous étiez restée, entre guillemets, toute seule. Vous n'êtes pas toute seule, mais qu'est-ce que ça vous apporte d'intégrer un grand groupe ? Alors la start-up apporte la solution innovante, et le grand groupe apporte effectivement le marché, les clients qui sont déjà bien ancrés et qui font confiance à ce grand groupe, et puis la possibilité de développer une solution beaucoup plus industrialisée avec ce grand groupe. En mars dernier, la Cour des comptes jugeait, je la cite, insuffisantes les mesures d'adaptation des villes au dérèglement climatique. Ça veut dire quoi ? La France, elle est plutôt en retard par rapport à ses voisins européens. Vous qui connaissez ça de très près, comment vous jugez notre positionnement en Europe ? Alors je dirais que la résilience des villes aux fortes chaleurs est une question très complexe, dans laquelle on est obligé de s'appuyer sur des expériences internationales, dans laquelle nous sommes également appuyés sur des expériences internationales pour construire nos solutions. Et en ce sens-là, il est important d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour C'est une réponse diplomatique, ça. Non, mais pour s'inspirer Donc on est plutôt en retard ou pas ?
Parce qu'il peut y avoir une explication. Hein. Moi, je pense par exemple à la question de l'eau. Les pays du sud de l'Europe ont pris des mesures beaucoup plus drastiques et depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, on est en train de s'en inspirer. Est-ce que c'est un peu la même chose ? Alors, on n'est pas en retard. Maintenant, on n'a jamais jusque-là connu ce climat-là. Ouais. Et donc, on vient s'inspirer de climats qui ont déjà été vécus ailleurs et sur lesquels on peut avoir des solutions pertinentes. Merci beaucoup, Lucille Alonso, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, l'économie circulaire dans le textile. Le débat de Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Alexandra North, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice accompagnement et filière dans l'association Les Canaux. Et Eugénie de la Rivière, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes chef de projet Les Résilientes chez Emmaüs Alternative. On va présenter ce que vous faites l'une et l'autre et ce que font notamment ce que fait votre association. Les Canaux, c'est quoi ? Alors, les canaux, on a deux grands piliers chez les canaux. On est à la fois un lieu emblématique de l'économie solidaire et circulaire et aussi une association avec ses activités pour promouvoir une économie plus durable. Si je viens sur le lieu emblématique, vous pouvez tous venir visiter la Maison des Canaux. On est sur le canal de l'Ourcq dans le 19e. Oui. Et ça a été un chantier qui a été... exemplaire parce que la Maison des Canaux a été entièrement réhabilitée en économie circulaire et solidaire. Et à l'intérieur de ça, nous avons des actions en tant qu'association pour promouvoir une économie plus durable, c'est-à-dire plus circulaire, plus solidaire et plus locale. Avec notamment un accélérateur textile circulaire dont on va parler et dont vous avez bénéficié, Eugénie de la Rivière. Les Résilientes, de quoi s'agit-il ? Alors, Les Résilientes, c'est un studio de design en milieu d'insertion professionnelle. Ouais. On travaille au sein d'Emmaüs Alternative et on travaille à la réutilisation des matériaux pour faire des accessoires pour la mode et pour la maison, avec des personnes en parcours d'insertion. Et donc, vous avez été sélectionné pour rejoindre cet accélérateur. Deuxième édition, je crois, de cet accélérateur des canaux. Sur quoi ? C'était pas sur le textile, la première édition, c'est ça ? C'était sur autre chose ? Vous êtes bien renseigné. Oui, c'était en Île-de-France. On accompagnait une quinzaine de structures à changer d'échelle, mais c'était sur l'économie circulaire, mais pas forcément sur la filière du textile. Ça pouvait être des structures du bâtiment circulaire, du mobilier circulaire. Il y avait des acteurs comme Gobi qui font des gourdes éco-conçues, La Sauge qui fait de l'agriculture urbaine. Et là, sur cette deuxième édition, on a décidé de vraiment se concentrer sur la filière textile. Parce que c'est l'une des plus polluantes du monde. Et puis, ça fait sens aussi d'avoir une quinzaine de structures qui sont vraiment sur la même filière. Donc, alors, comment ça marche ? C'est un accélérateur, donc vous choisissez des projets et vous les aidez quoi, financièrement ? Ça fonctionne comment ? C'est du mécénat de compétences, enfin, oui. on peut tout imaginer ? On adorerait les aider financièrement et avoir plein de sous à leur donner, mais on les accompagne surtout sur le fait de structurer, de consolider leur modèle d'affaires grâce à un accompagnement individuel, à du mentorat. On a aussi des formations collectives pour les accompagner sur tout ce qui est entrepreneuriat. Par exemple, quand on fait du textile circulaire, on peut avoir des enjeux comme tarifer au bon prix ses prestations, travailler sa posture d'entrepreneur. On les accompagne aussi sur les cadres réglementaires, à chercher des subventions. Voilà, c'est un accompagnement très, très complet sur 18 mois. Pourquoi vous avez candidaté, Eugénie de la Rivière ? Alors aujourd'hui, nous, ça fait 7 ans qu'on a une activité d'upcycling et aujourd'hui, on avait envie de se professionnaliser, se structurer et de défricher un nouveau métier qu'on appelle le tapissier circulaire pour le bâtiment. Le tapissier circulaire pour le bâtiment. Vous allez m'expliquer ce que c'est, ça m'intrigue. On a envie d'intervenir sur tout ce qui est textile à l'échelle du bâtiment. Donc ça va du store à la paroi acoustique, au tapis, donc tout ce qui va être matériaux souples dans une habitation. Et pour structurer cette activité et professionnaliser cette activité, on avait envie d'être accompagné justement sur toutes les parties dont Alexandra parlait. Oui. Qu'est-ce que vous en attendez ? Ça dure combien de temps ? Ça dure une année ? 18 mois. 18 mois, c'est quasiment 2 ans. Oui, c'est bien, c'est un accompagnement de longue durée. Le fait d'être, si j'ai bien compris, dans une sorte d'écosystème, dans un groupe où vous travaillez tous sur des problématiques un peu similaires, ça vous semble important, ça ? C'est toujours important. Oui. L'échange fait avancer beaucoup plus vite, donc c'est toujours hyper important. On est sur des métiers qui sont nouveaux. Souvent, quand on parle de réemploi, de réutilisation de matière, donc d'être plusieurs à défricher un même terrain, ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite dans ce qu'on fait. Si on jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour les entreprises ou les associations que vous avez accompagnées sur la première année de cet accélérateur, qu'est-ce que ça donne ? Quel premier bilan
bilan vous pouvez faire, même si j'ai bien compris, on n'est pas encore au bout de l'accompagnement. Alors pour cette première édition, on a bouclé l'accompagnement. Ça y est, bon, d'accord. La deuxième vient d'être lancée et on est très content des résultats. Ils ont collectivement, donc ils étaient 15 structures, augmenté de plus de 50% leur chiffre d'affaires. C'est un indicateur qu'on suit. Ils ont créé collectivement toujours 200 emplois. Et on regarde aussi l'indicateur du tonnage de matières recyclées, réemployées, qui a augmenté aussi de 70% sur la promo. Donc plutôt des... Et j'oublie les 700 millions d'euros de levée de fonds qui, pareil, ont été réalisés collectivement. Parce que le fait d'intégrer un accélérateur comme le vôtre, ça donne à ces entreprises une crédibilité supplémentaire. Je dis ça à la question des levées de fonds. Est-ce que vous le ressentez, ça? Ou est-ce que ces entrepreneurs ou entrepreneuses vous le disent? Là, on les accompagne sur des aspects comme le pitch. Enfin, on les accompagne à bien pitcher effectivement leur activité auprès d'éventuels financeurs. Et aussi, on organise des forums du financement pour qu'ils puissent aussi faire un matching avec différents financeurs. Ouais. Donc, en fait, on les aide, on les outille. Et après, ce sont eux qui font le travail en vrai. Oui. Et il y a un accéléré qui a quand même trouvé son premier financeur dans le mentorat qu'on leur a proposé. Ok. On détaille un peu ce que vous faites avec les résilientes. Vous alliez donc textile, circularité, insertion professionnelle, insertion sociale. Comment tout ça se goupille? C'est un peu un grand écart et un exercice d'équilibriste. Mais en gros, nous, on est un studio de design et d'insertion professionnelle. Ouais. Donc l'enjeu, c'est de réutiliser les matériaux qui ne sont pas valorisables par l'association pour laquelle on travaille, donc Emmaüs Alternative. Ouais. Donc tout ce qui est destiné à la benne et au recyclage. On a démarré comme ça, où on développait des collections qui étaient destinées à être distribuées dans les boutiques Emmaüs Alternative. Aujourd'hui, on a différentes activités. On va accompagner les marques sur la revalorisation de leurs invendus, invendables. À l'époque, on avait accompagné Made.com, Madura sur la conception de produits upcyclés. On a aussi travaillé avec l'entreprise Bompard. Et de plus en plus, on fait une activité de décoration d'intérieur. On va accompagner les entreprises pour décorer leurs bureaux et aménager leurs bureaux à partir de réemploi et de réutilisation. Et donc l'enjeu de faire ça dans l'insertion professionnelle, c'est parce que les métiers créatifs permettent un vrai développement de compétences qui sont transférables dans d'autres métiers. Donc c'est pour ça qu'on a démarré cet atelier-là aussi. Et permettent vraiment un retour à l'estime de soi. Alors j'allais vous poser la question, le lien entre créativité et confiance en soi. Vous voyez ça, parce que ça doit être assez génial de voir ça naître. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait une tarte et amené chez des amis votre tarte? Voilà. Et ben écoutez, je ne suis pas un grand cuistot, mais je peux comprendre le plaisir de faire soi-même. De dire, c'est moi qui l'ai fait. Oui. Et donc ça a un véritable impact quand on a fait quelque chose et quand il s'agit de réaliser un objet, que ce soit un tabouret, une lampe, un coussin, ça a un impact énorme. Et en fait, aujourd'hui, la confiance en soi, c'est le premier frein à l'accès à l'emploi. Et donc, pour les personnes qu'on accompagne, c'est extrêmement important de commencer par ça, par reprendre confiance en soi. Quelques chiffres, on va prendre un peu plus de recul sur le secteur du textile. C'est l'ADEME qui nous dit que sur les achats de vêtements en Europe, une personne achète 40% de vêtements en plus par rapport à il y a 15 ans et elle les conserve surtout moitié moins longtemps. Ça, c'est le constat de ce qu'on appelle le fast fashion ou l'ultra fast fashion. Alexandra Nort, est-ce que nos comportements sont un peu en train de changer quand même? Vous voix dubitative. On l'espère. Il y a quand même quelques signaux qui nous indiquent que c'est en train de changer, notamment chez les jeunes. Effectivement, de la seconde main, par exemple. La seconde main est beaucoup plus valorisée maintenant dans les achats des jeunes, même si on observe également l'effet rebond de la seconde main sur des sites qui revendent des vêtements pas chers. Et du coup, on en achète beaucoup plus et on remplit encore plus nos armoires. Voilà. Il y a aussi des sites qui ne vendent pas de seconde main et qui ne vendent pas cher du tout, et qui viennent de Chine ou d'ailleurs. De l'ultra fast fashion. Donc, le comportement de la génération des 15, on va dire 15-25, il est assez paradoxal sur le textile. C'est intéressant, ça. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que nous, nos clients, enfin en tout cas, les structures qu'on accompagne, c'est beaucoup des structures qui sont en B2B. Donc, B2B, je pense que tout le monde... Tout le monde ici sait ce que ça veut dire. C'est, voilà, exactement. Et du coup, on a plus des indicateurs sur les entreprises. Est-ce que les entreprises s'y mettent? Est-ce que les services publics s'y mettent à faire des commandes et des marchés publics pour... Et ça bouge? Et ça bouge. En fait, ça bouge. Et un des grands leviers, c'est
la loi AGEC, qui oblige aussi à faire des heures d'insertion, qui oblige à commander 20% de mobilier upcyclé. On peut y introduire du tissu aussi en réemploi. Donc en fait, tout ça fait bouger les choses. Et nous, on a de l'espoir. Mais il faut avoir de l'espoir. Nous, ici, de notre petite vigie qui est Smart Impact, on a ce sentiment quand même que les lignes sont en train de bouger, mais avec effectivement des effets parfois qui sont des effets pervers. On parle des grandes plateformes de revente de vêtements. C'est aussi un appauvrissement pour des associations comme Emmaüs, par exemple, qui voient arriver peut-être des vêtements de moins bonne qualité ou en moindre quantité. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est toujours un peu difficile. En effet, aujourd'hui, les personnes vont avoir plus de facilité à revendre en ligne un article de bonne qualité et à donner les choses qui sont de moins bonne qualité. On perd aussi la notion du don, je pense. Et donc, c'est vrai qu'au sein des structures Emmaüs, mais autres structures de collecte aussi, il y a une baisse de qualité des dons. Et nous, au sein du mouvement Emmaüs, on a envie de rappeler à quoi nous servent ces dons, à faire de l'insertion par l'activité économique, et qu'il est important de continuer à donner aux associations, justement pour nous permettre de continuer d'accompagner des personnes. Mais alors, si je comprends bien, c'est pas une bonne nouvelle que la qualité des vêtements qui sont donnés à Emmaüs baisse, sauf que pour l'upcycling, c'est presque une matière après, de créativité et de réinventer. Si vous voulez quelques chiffres, nous, au sein du il faut voir, si vous voulez connaître un peu le mouvement Emmaüs, en France, Emmaüs, c'est un mouvement, c'est une fédération d'associations avec plus de 300 groupes, tous indépendants les uns des autres. Moi, je fais partie d'un seul groupe, Emmaüs Alternative. Par an, on collecte quasiment 1000 tonnes de textiles. Donc c'est énorme. Pas seulement des vêtements d'ailleurs. C'est textile, linge de maison, chaussures. On va parler de TLC. Donc c'est vraiment une grande famille d'objets et de matériaux textiles. Et dans ces 1000 tonnes, au sein des résilientes, on va valoriser 1 tonne. Parce qu'on fait un artisanat du réemploi, un artisanat de la réutilisation, donc ça demande du temps, ça demande de l'investissement dans le design, dans la production. Donc en fait, notre impact, il est amené à grandir, on l'espère, avec l'accélérateur. Mais c'est vrai qu'on ne manque pas de matière. Donc c'est vrai que la baisse de qualité, c'est aussi pour ça que les structures Emmaüs sont intéressées par des projets d'upcycling, c'est pour contrer à sa baisse de qualité et se dire comment est-ce qu'on peut avoir un nouveau modèle économique pour nos structures d'insertion. Merci beaucoup, merci à toutes les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup. On va continuer de parler du secteur textile, un jogging en vêtements éco-responsables, moi ça me dit. Smart Ideas avec Oscar Mondésir, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Sporting Goods, vous l'avez créé en 2022. Avec quelle idée? Pourquoi vous l'avez créé? Merci pour l'invitation en tout cas. En fait, j'ai travaillé plus de 8 ans dans l'industrie du sport et notamment dans la distribution, chez des grands groupes ou bien aussi chez des revendeurs, que ce soit dans le web ou dans le physique. Et en fait, je me suis rendu compte de l'impact de cette industrie, notamment sur la gestion des retours, des invendus, des stocks qui en fait finalement prennent la poussière. Prennent la poussière pour plusieurs raisons. En fait, ces invendus sont soit issus de stocks où les grilles de taille sont cassées, entre guillemets, où en fait, il n'y a plus toutes les tailles, donc le stock n'a plus vraiment de valeur aux yeux de fournisseurs, notamment le coût de stockage qui est important, ou des stocks aussi qui, en fait, sont reconduits en gamme, donc le marketing évolue, le packaging évolue, donc ces stocks, finalement, ne sont plus vraiment présentés en magasin. Et donc, je voulais faire quelque chose qui avait plus de sens et donner en fait un second souffle, une seconde chance à ces stocks invendus. Mais ça représente quoi? Parce que ça semble assez incroyable de se dire qu'il y a, c'est une masse importante. Alors, il y a quelques chiffres qui sont intéressants de connaître. Il y a plus de 100 000 tonnes d'articles de sport qui sont jetés chaque année. C'est l'ADEME qui l'annonce. En plus de ça, voilà, les invendus non alimentaires en France représentent plus de milliards d'euros. Donc voilà, c'est quand même un marché assez conséquent. Et le sport, pourquoi? Parce que moi, j'ai été ancien sportif de haut niveau et c'est vraiment un secteur qui me passionne. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus, avec les JO, tout ce qui se passe autour du sport, toute la dynamique qu'il y a, espérons que ça ne se calme pas en France et que ça reste un moteur de notre économie. Je suis bien d'accord avec vous. Donc, qu'est-ce que vous proposez avec Sporting Goods, en fait? En fait, on propose une plateforme technologique où, en fait, on vient connecter des stocks invendus de la part de fournisseurs ou de marques sous différentes façons. En fait, on a un shop en continu où en fait tous les jours de nouveaux arrivages arrivent.
Vous arrivez, c'est classique. Et on fait aussi des ventes flash avec des marques en direct pour aider à écouler ces stocks invendus sur une période donnée. Donc on a travaillé avec plusieurs grandes marques. Donc voilà le principe. Est-ce qu'il y a des articles phares ? Qu'est-ce que vous vendez le plus ? Alors en ce moment, c'est vrai que je ne sais pas si vous connaissez le padel, le sport de raquette qui aujourd'hui a le vent en poupe en France. C'est on va dire un secteur assez intéressant dans les sports de raquettes. Donc voilà, on vend des raquettes. Alors si j'achète une raquette de padel chez vous, parce que je m'y suis mis, elle va être quoi ? Beaucoup moins chère, 50% moins chère, 30% moins chère ? C'est quoi l'ordre de prix ? Ça doit dépendre des articles, j'imagine. Ça dépend des marques, des articles, mais en fait, on peut proposer jusqu'à 50% de remise. Donc vraiment, le principe, c'est de donner un second souffle à ces articles de sport, rendre la pratique plus accessible, également plus circulaire. On pense qu'il y a des valeurs qui sont dans le sport assez ancrées autour du respect et voilà, donc le respect de la planète est assez important dans ces thématiques. Évidemment. Et justement, est-ce que vous informez vos clients de l'impact carbone, l'impact CO2 de ces produits invendus ? Alors c'est un vrai sujet. En fait, il y a 2 ans, on a travaillé avec BPI France autour d'une bourse qui nous permet en fait d'avoir créé un algorithme en fait d'émissions de carbone évitées. Donc en fait, nous, on sait qu'à notre échelle, on n'a pas de grands pouvoirs. Donc notre mission, c'est vraiment de sensibiliser à cette démarche-là et en fait permettre à chaque acheteur de connaître les émissions de CO2 qui sont générées par article de sport. Donc les émissions de CO2, c'est quoi ? En fait, c'est finalement l'acheminement, la fabrication de ces articles provenant généralement d'Asie jusqu'en Europe. Et donc en fait, voilà, le fait de donner une seconde chance à des produits qui ont déjà été fabriqués, déjà été acheminés, ça a un vrai impact sur l'environnement. Et donc voilà, la mission qu'on se porte, nous, chez Sporting Goods, voilà, c'est de pouvoir informer et sensibiliser autour de ça. C'est plus des invendus sur la masse d'articles que vous proposez que des retours, c'est-à-dire des clients qui n'étaient pas satisfaits d'un produit, qui se sont dit « Oh là là, bah, finalement, c'est pas la taille ou c'est pas la bonne couleur » et qui l'ont renvoyé au magasin. Alors chez nous, ça représente 10% les retours. Il y a un travail en fait de reconditionnement qui est fait par nos fournisseurs, nos partenaires, qui en fait permet de remettre le produit à l'état neuf. Donc, admettons pour une paire de chaussures, ça peut être un emballage qui est détérioré parce qu'avec l'envoi, c'est quelque chose qui peut s'abîmer. Et donc c'est souvent ces toutes petites choses qui en fait gênent beaucoup en fait les logisticiens, on va dire classiques du commerce. Et voilà, nous on travaille avec des partenaires qui nous permettent de remettre à neuf ces produits-là, pour leur donner cette seconde chance. Dernier mot, est-ce que le constat que vous avez fait aussi, c'est parfois quoi ? Une inadaptation entre les produits et les besoins des clients ? C'est aussi ce qui explique cette masse d'invendus ? Alors, les produits qui sont moins à la mode, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qu'il y a un peu derrière ma question. En fait, des fois, c'est des invendus, il peut avoir des occasions vraiment très diverses. Admettons un magasin qui ferme boutique, qui dépose son bilan. On se retrouve avec des invendus. C'est souvent compliqué au niveau de logistique de renvoyer ça chez les marques. En fait, il y a vraiment plein d'occasions différentes. Nous, en fait, ce qu'on aimerait développer à l'avenir, c'est une plateforme en fait pour les marques qui puissent permettre, lorsqu'ils le souhaitent, connecter des stocks et gérer leur tarification, et qu'on puisse en fait devenir juste un intermédiaire et en fait voilà de pouvoir se spécialiser sur les stocks invendus, créer cette communauté autour de ça, sensibiliser nos acheteurs et puis continuer sur cette bonne voie. Merci beaucoup Oscar Mondésir et bon vent à Sporting Goods. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.